Alors, on est de retour. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue donc aux représentants de Transit, l'Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec. Bonjour, merci d'être présent. Alors, vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, on procède à un échange avec les parlementaires. Alors, je vous invite à vous présenter et à nous présenter votre exposé. Bonjour, Madame la Présidente. Je m'appelle Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable. Je suis accompagnée de Samuel Pagé-Plouffe, coordonnateur de l'Alliance Transit, et de Sarah Doyon, présidente générale de Trajectoire Québec. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les députés, membres de la Commission, merci beaucoup pour l'invitation. D'entrée de jeu, je souhaite rappeler la mission de l'Alliance Transit, à savoir celle de favoriser le développement et l'amélioration des services de transport collectif au Québec, en s'assurant qu'ils reçoivent le financement nécessaire pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Ça fait maintenant plus de 10 ans que cette alliance documente et étudie les enjeux de financement du transport collectif et propose des solutions. Vous comprendrez donc que nous avons étudié le projet de loi en mettant au cœur de notre analyse des intérêts des Québécois et des Québécoises. Nous partageons la même volonté du gouvernement d'accélérer le développement des projets de transport collectif et de les faciliter, mais des questions et des préoccupations demeurent. Nous abordons la notion de mobilité comme étant un droit qui conditionne l'exercice de plein d'autres droits fondamentaux, à savoir celui d'aller à l'école, d'aller travailler, d'avoir accès à des services essentiels. Sans option de transport qui soit accessible et abordable, on risque de devenir invisible dans l'espace public et de vivre un confinement forcé. C'est tragique et sans parler du coût pour la personne elle-même, ça représente un énorme coût pour notre société. Alors que la population québécoise fait face à une forte inflation depuis 2022, le développement des services de transport collectif apparaît comme la solution afin de réduire le deuxième poste de dépense en importance dans le budget des ménages québécois, à savoir le transport. Fait intéressant à noter, utiliser un cocktail de transport sans véhicule privé peut permettre des économies de 50 à 75 %. C'est assez important. À l'heure actuelle, ce sont des millions de Québécois et de Québécoises qui prennent le chemin du transport collectif à chaque jour. Ce sont des gens qui payent des taxes et des impôts comme tout le monde et pour qui les tarifs sont indexés à chaque année. Considérant que le transport collectif est un service public, voire un service essentiel, ces millions de personnes s'attendent à juste titre une amélioration de ces services tels que promis par le gouvernement dans le plan pour une économie verte. Cependant, les usagers et les usagères se sentent en otage par des décisions qui les dépassent, par des administrations qui se lancent la balle et ils se sentent exclus du débat public. Ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme, que les usagers et les usagères le sonnent, que tout l'écosystème le sonne. Le milieu des transports collectifs est en crise et c'est la population qui paye la facture avec des ruptures de services et des tarifs de plus en plus élevés. Les besoins en matière de mobilité croissent de manière exponentielle. C'est pourquoi la création de l'agence et sa capacité à concrétiser plus rapidement des infrastructures de transport collectif doivent conduire impérativement à une croissance de l'offre de services en transport collectif. Des précautions doivent être prises pour s'en assurer. Nous recommandons donc que l'intitulé de la mission du MIC se concentre exclusivement sur les transports collectifs afin de ne pas renforcer notre dépendance collective à l'automobile. Parce que c'est à l'offre de services qu'on mesure l'amélioration des conditions de mobilité des Québécoises et des Québécois. Le gouvernement doit donc, en plus de créer l'agence, fixer une cible de développement de l'offre de services. L'Alliance Transit, avec plusieurs élus, les oppositions, des maires et mairesses, on a proposé une cible fixée à 7 % par année afin d'être cohérent avec les cibles de la politique de mobilité durable. Mais l'état actuel du financement de la mobilité fait craindre le pire. Le projet de loi 61 prévoit que les projets réalisés par MIC seront financés par le FOR. Or, le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec prévoyait que le FOR serait déficitaire de plus de 2,7 milliards dès 2027-2028 et que des solutions devaient être mises en place. Les solutions, on les connaît. Il faut rehausser rapidement la taxe sur les carburants et la taxe sur l'immatriculation, en plus d'implanter de nouvelles sources de revenus dédiées pour le FOR. Simplement en indexant les sources actuelles qui sont gelées depuis longtemps, on pourrait aller chercher plus de 700 millions de dollars par année. On le sait, l'augmentation de l'offre de services résulte en une augmentation de l'achalandage. On peut prendre par exemple la politique québécoise de transport collectif de 2007 qui a permis une hausse de 23 % de l'offre de services sur 5 ans qui a résulté en une hausse de l'achalandage de 11 %. C'est d'ailleurs dans un joli tableau à la page 12 de notre mémoire. Donc, autant dans le cadre de la création de MIC que dans l'état actuel du financement du transport collectif, l'Alliance Transit s'inquiète du désengagement du gouvernement du Québec dans le financement de l'exploitation des services. On se souvient douloureusement de la réforme Ryan des années 90 où le fardeau du financement de l'exploitation a été transféré aux municipalités sans leur donner les leviers financiers nécessaires. Il y a eu une baisse du niveau de service
de même qu'une diminution de l'achalandage. Ça aussi, c'est dans un tableau à la page 12 de notre mémoire. C'est évidemment un scénario qu'on veut éviter à tout prix. Le gouvernement a un rôle à jouer pour s'assurer de maintenir, voire bonifier son engagement financier dans les programmes existants qui soutiennent l'exploitation des services. D'autant plus que MIC risque de réaliser des projets presque exclusivement dans des régions urbaines denses, donc pour doter tous les Québécois et Québécoises de services de mobilité, de transport collectif, aussi dans les régions, il faut poursuivre le financement de l'exploitation des services. Le projet de loi 61 prévoit que la responsabilité financière de l'exploitation sera ou pourra être à la charge de l'exploitant sans leur accorder plus de leviers financiers. C'est pourquoi, pour ce qui est des projets réalisés par MIC, il est important de convenir d'une entente de financement en amont de la réalisation avec la Ville ou à la Société de transport, en incluant le financement de l'exploitation et du maintien des actifs. Il faut aussi permettre aux municipalités de se donner les moyens financiers de bonifier l'offre. L'exemple de la semaine dernière où le gouvernement du Québec s'est montré défavorable à l'imposition d'une taxe sur les carburants dans la région de Québec pour financer les bonifications de l'offre de services est reçu comme un pied de nez de la part des usagers et des usagères qui voient une bonification possible de leurs services, donc de leur mobilité, être empêchée par le gouvernement du Québec, et ce, au moment même où on étudie un projet de loi qui devrait permettre de bonifier l'offre de services en transport collectif. Vous admettrez que c'est un peu ironique. L'objectif du gouvernement, ça devrait être la bonification de l'offre de service, et l'agence, quant à elle, devrait être vue comme un outil pour concrétiser cette bonification. Mais il faut absolument régler les enjeux de financement pour que Mobilité Infra-Québec soit un succès. Oui, merci Sarah. Bonjour tout le monde. Ma collègue vous a parlé de diversification des revenus. J'ai entendu, Madame la ministre, dans vos mots, l'importance de diversifier les revenus pour financer les transports collectifs. Dans le projet de loi, on reconnaît là, dans notre mémoire qu'un des éléments qui est intéressant, c'est toute la question de la valorisation immobilière. Mais comme plusieurs intervenants l'ont dit dans cette commission, l'Alliance Transit pense qu'il est important que les sources de revenus qui pourront être faites à travers la valorisation immobilière devraient pouvoir servir donc à financer l'exploitation, donc de pouvoir faire essentiellement là, des partenariats entre les sociétés de transport et des promoteurs immobiliers pour faire de la valorisation foncière. On vous a entendu dire qu'il y avait une ouverture du gouvernement d'aller de l'avant avec ça, et c'est quelque chose que l'on saluera si ça va de l'avant. Par contre, puis ça aussi, c'est des éléments qui ont été mentionnés par d'autres groupes. Ce qui est inquiétant dans le projet de loi, il y a notamment l'absence d'indépendance de MIC. Donc, les éléments qui ont été mentionnés par d'autres, on les appuie. Un pouvoir d'initiative, on pense que c'est essentiel, donc que MIC puisse étudier des projets sans que ce soit nécessairement imposé par le gouvernement. On pense que c'est essentiel. On pense aussi que ce qui manque au Québec, c'est une planification à long terme. Là. Moi, comme citoyen, puis comme personne qui s'intéresse à la mobilité, là, voir que, par exemple, pour le Grand Montréal, la RTM a son plan, la CMM a son plan, la Ville de Montréal a son plan, puis là, peut-être que MIC va avoir son plan éventuellement. Fait que là, il y a comme 4 plans en même temps, puis on espérait que tous les gens s'assoient ensemble puis aient un plan commun là, pour avoir un peu de prévisibilité dans le temps. Puis ça nous permettrait aussi d'obtenir davantage d'efficacité, beaucoup plus que imposer des projets là, à la pièce, puis parfois avec une certaine ingérence politique. Et ça pourrait être un rôle qui pourrait être assumé à terme par exemple, la RTM dans le Grand Montréal et par d'autres institutions ailleurs. J'attire votre attention peut-être aussi là, sur la recommandation 12 que l'on a dans notre mémoire. Celle-là qui est peut-être un peu plus originale, on est dans les derniers qui passons. Donc, la recommandation 12, ce que l'on dit essentiellement, c'est bien de réfléchir au coût de réalisation des projets, mais il faudrait, au-delà de la création de MIC, continuer de réfléchir à des solutions pour réussir à avoir des projets moins élevés. Là, je parle vraiment pour la construction. Là. Je ne parle pas, peut-être que l'énoncé manque de clarté, mais je parle vraiment pour la construction. On sait que vous avez déjà mis en place au gouvernement un audit sur les performances de ce transport. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On parle vraiment de réfléchir au-delà de MIC à comment on va réussir à mettre en place des conditions pour que les coûts de réalisation des projets soient moins élevés. Il y a des questions de gouvernance qui ont été nommées, il y a des questions d'approvisionnement, puis MIC ne va pas tout régler ça. Par contre, peut-être que ça pourrait être une mesure du plan d'action de la politique de mobilité durable, ou peut-être que ça pourrait être même MIC qui réaliserait ce chantier-là, mais définitivement, il faut réfléchir au-delà de la création de cette instance-là à comment on va réduire les coûts des projets. Oui, j'arrivais à la conclusion. En fait, je reviendrai un peu à ce que disaient mes collègues. Vous savez, dans les 5 prochaines années,
l'Agence ne va pas améliorer les conditions de mobilité au Québec parce que c'est long, réaliser des projets. Ce qui compte, c'est l'offre de service. Donc, MIX, c'est un outil, comme Sarah a dit. MIX, c'est peut-être une pièce du casse-tête. Des fois, ça nous donne des maux de tête, là, la mobilité, c'est compliqué d'y arriver, mais c'est un défi qui est important. C'est probablement développer le transport collectif, c'est un des défis les plus importants de notre époque. Donc, ça vaut la peine d'y accorder le temps puis de mettre en place les mesures nécessaires pour y arriver. Je vous remercie. Merci. Alors, écoutez, juste pour s'assurer une bonne continuation pour les échanges avec les parlementaires, on parle bien des échanges avec Transit et non pas des organisations ou un ou l'autre organisme là, qui la compose. Hein? C'est l'échange avec les parlementaires, ça sera sur Transit. C'est correct? Oui. Exactement. C'était l'entente qui avait... excellent. Parfait. Alors, on enchaîne. Madame la ministre, vous avez 13 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. Merci d'être présents en personne. Vous êtes, je pense, notre premier groupe en personne cet après-midi. Donc, d'autant plus apprécié que vous avez fait la route. Merci aussi pour les travaux, pour le mémoire, pour l'ensemble de l'œuvre. Il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans, des choses qui ont été nommées. Puis, je pense que c'est, monsieur, vous en avez parlé, toute la question de la diversification des revenus. Je ne sais pas lequel, je pense que oui, c'est vous qui en avez parlé, la diversification des revenus, toute la question du financement, évidemment, qui est omniprésente de plusieurs façons dans notre quotidien, nous qui sommes dans la mobilité à temps plein. Mais peut-être je commencerai comme je l'ai fait avec beaucoup de vos prédécesseurs, juste pour être certaine de bien camper votre position, parce qu'on ne veut jamais mettre des mots dans la bouche de personne. Mais je comprends de l'ensemble de votre présentation, puis de la lecture aussi de vos 12, vous en avez 12, je pense, ou 13? Oui, 13, c'est ça. Donc, je comprends que vous appuyez le projet de loi qui a été déposé, 61 ici, qui crée Mobilité Infra-Québec, que vous appuyez la volonté gouvernementale de se doter de nouveaux moyens pour être capable de livrer des projets d'infrastructure de transport complexes, de transport collectif complexe d'envergure, puis donc de se créer une équipe spécialisée et dédiée pour faire ces projets-là, parce que vous qui êtes là-dedans aussi comme moi tous les jours, on voit bien qu'on arrive un peu à un mur en ce moment-là, où tout le monde veut du transport collectif, mais personne propose de nouveaux moyens d'être capable de les livrer. Oui, il y a la Caisse qui fait le REM, mais en dehors de ça, il y a le projet de la ligne bleue qui se fait à la STM en ce moment, mais il y a d'autres endroits aussi que Montréal qui veulent des projets de transport collectif, et c'est inégal partout. Combiné au fait qu'on a besoin aussi d'avoir quand même une vision nationale de tout ça, parce qu'à mesure qu'on va développer, à un moment donné, ça va sortir de Montréal, on va aller dans les couronnes. Toute la planification, c'est sûr que quand on parle de la CMM, il y a la RTM, mais je donnais l'exemple de Sherbrooke, ça prend une vision régionale pour l'Estrie. Il y a quelqu'un, un chercheur qui était venu nous dire l'importance d'avoir une vision régionale en termes de planification, d'avoir une interconnexion aussi avec les autres réseaux de mobilité qui ne seront pas nécessairement dans le mandat de Mobilité Infra-Québec. Bref, alors, est-ce qu'on comprend que vous appuyez le projet de loi 61? Bien, en fait, l'Alliance Transit, on est l'addition de nos membres. Là. Il y a des positions divergentes au sein des différents membres de l'Alliance Transit, mais ce sur quoi on s'entend, c'est sur la volonté de développer, de s'assurer de l'amélioration des services de transport collectif au Québec. Finalement, je vous ramène à notre mission en s'assurant que qu'ils reçoivent le financement nécessaire. Donc, je vous ramènerai aussi au titre du mémoire, l'offre de services d'abord, la gouvernance ensuite. On ne s'oppose pas. On pense que l'agence peut être un outil qui peut être utile, effectivement, mais il faudra qu'on règle d'autres problèmes pour que vraiment cet outil-là soit efficace. T'sais, dans un coffre à outils, on n'a pas juste un outil, là, il en faut une multitude. Puis je pense que le financement et d'autres outils comme la planification territoriale, là, dont Samuel faisait mention, vont être nécessaires. Oui, parfait. Donc, c'est ça. Alors, donc, vous appuyez l'agence. Une des choses que vous avez mentionnées, vous êtes un des seuls qui avait fait référence au CA. C'est ici, ouais, la recommandation numéro 3. Juste simplement faire un petit point là-dessus, puisque c'est quand même le numéro 3, donc ça arrive tôt dans la liste. J'ai l'impression que c'est probablement un souci chez vous de s'assurer qu'il y a une représentativité d'une compétence en transport collectif. Mais je veux juste vous rassurer là-dessus que pour nous, évidemment, il va de soi qu'on va prendre les meilleures personnes les plus compétentes sur notre CA, là, donc, et aussi pour gérer l'éventuelle organisation. Donc, c'est sûr que nous, on partage le même souci que vous. Et sur le financement, parce qu'il y a diverses recommandations là, qui parlent du financement, puis c'est sûr que c'est toujours un peu l'éléphant dans la pièce. Il y a les mobilisations, il y a aussi le soutien aux opérations.
Et je n'ai pas pu m'empêcher je dirais pas sursauter parce que je suis habituée de l'entendre, bien que ce ne soit pas factuel, mais quand on parle du désengagement du gouvernement dans le financement du transport collectif, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter la période de questions, mais mon collègue ici présent me pose à l'occasion des questions sur le transport collectif. Et j'ai un tableau, mais là, vous voyez, je ne l'ai pas apporté. La dernière fois, je l'ai oublié, il me l'a gentiment rapporté. Il est en haut, c'est ça. Mais j'ai un tableau, c'est vrai que c'est dommage, par contre, j'aurais pu vous le montrer, là, mais j'ai un tableau où on a cumulé depuis 2015, je pense qu'on est parti de 2015, la somme de la contribution gouvernementale à l'ensemble des investissements en transport collectif. Et la contribution, depuis que notre parti est au gouvernement, n'a jamais été aussi élevée. Donc, quand j'entends le désengagement, je me demande, premièrement, c'est basé sur quoi? Parce que moi, quand je regarde les chiffres, en général, quand je dis quelque chose, j'essaie que ce soit empirique. Et est-ce qu'aussi vous êtes conscient du désengagement du gouvernement fédéral, par ailleurs, dans le financement du transport collectif? Et je me souviens d'un colloque, il y a quelques mois, de Trajectoire Québec, où on avait M. Guilbeault, qui était très virulent à l'endroit du gouvernement du Québec et qui l'accusait de se désengager du transport collectif. Et moi, j'en suis pas revenue, je n'ai pas pu être présente en personne, mais j'avais des gens de mon cabinet qui ont entendu ça et je me suis dit, dans quel univers un ministre du gouvernement fédéral actuel peut venir dire que le gouvernement du Québec n'investit pas en transport collectif, alors que dans les faits, on n'a jamais mis autant d'argent au gouvernement du Québec en transport collectif. Et le gouvernement fédéral, et là, probablement vous êtes au courant, mais juste pour le bénéfice de tous, le dernier programme qui finance des infrastructures de transport collectif, l'entente bilatérale intégrée, s'est terminé le 31 mars 2023 et le prochain est prévu en 2026. Et là, on ne sait pas ce qui va devenir des élections fédérales, donc pour l'instant, c'est ça, mais on ne sait même pas l'avenir. Donc, pendant 3 ans, il n'y a pas de programme pour financer du transport collectif. Et un membre de ce gouvernement fédéral-là, qui laisse un trou de 3 ans sans financement pour le transport collectif, les immobilisations, dit dans un événement au Québec que le gouvernement du Québec se désengagerait, alors que nous, on n'a jamais mis autant d'argent. Notre dernier PQI, on est à 13,8 milliards d'investissements en transport collectif, alors qu'à l'époque de mon cher ami en face libéral, on était à 7,2, donc presque la moitié, donc on met presque le double. Je vous dis ça parce que j'ai aussi un collègue chez la deuxième opposition qui a tendance à se porter aveuglément à la défense du fédéral, donc je pense que c'est important d'être très factuel. Malgré qu'il est théoriquement souverainiste, d'ailleurs. Mais je pense que c'est important d'être factuel. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas inventer comme ça des choses. Alors, puis là, je fais référence au ministre fédéral là, qui dit qu'on se désengage alors que c'est faux. Donc, j'aimerais ça vous entendre d'abord. Est-ce que vous faites la même analyse factuelle des chiffres et des réalités des programmes et du soutien des 2 paliers de gouvernement? Est-ce que vous faites une analyse similaire à la mienne? Et est-ce que vous comptez joindre votre voix à la nôtre et peut-être un jour à celle de Québec solidaire aussi pour réclamer plus d'investissements fédéraux? Parce que si on veut faire plus de projets, ça va prendre plus de financement. Donc, et comme dit mon ami ici, des fois, des gens ont la parole verte et le geste gris. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait joindre nos voix et tous réclamer plus d'investissements fédéraux? Sur la question sur le gouvernement fédéral, la réponse est oui. On est tout oui à demander au fédéral d'investir davantage en transport collectif avec vous, Madame la ministre. Par le passé, il n'y avait pas d'enveloppe dédiée du côté du fédéral là, avant 2015. Il y en a eu une qui est arrivée avec l'élection du gouvernement Trudeau. Et à l'époque, moi, je me souviens bien, c'est ce qui a mené un peu à ce que le Québec se dote d'une politique de mobilité durable parce qu'on n'avait pas de projet au Québec. Puis on a dit, il faudrait aller chercher les sommes qui sont disponibles au fédéral. Puis là, maintenant, on demande au fédéral d'en faire plus. C'est très bien. Cela dit, sur le PQI, si on veut être factuel, j'irai peut-être à la page 16, donc les investissements par capita. Donc, investissement, ça, c'est la question des infrastructures. Donc, on a la comparaison entre
entre le Québec et l'Ontario là, pour la prochaine décennie. Vous avez nommé les investissements qu'on a au Québec, là, 13,8 milliards pour la prochaine décennie. Donc, en Ontario, c'est plus que 2 fois plus qu'au Québec. Donc, je considère qu'on pourrait en faire plus. Pour ce qui est de la question des opérations, c'est vrai que, un peu partout, au Québec notamment, la pandémie a fait que le gouvernement a injecté des sommes importantes là, pour ce qui est de soutenir les services, puis qu'on est encore un petit peu là-dessus. Par contre, si on regarde les résultats, il y a eu une croissance de l'offre de services entre 2007 et 2015 de 32 % et c'est une stagnation depuis 2018. Donc, on peut débattre sur le montant absolu, mais sur le résultat, il y a quand même un enjeu. Il y a quand même un enjeu. Un enjeu. Oui. Aviez-vous terminé? J'avais terminé. Oui, Mes okay. collègues Non, mais c'est parce que le micro est encore ouvert. C'est juste pour ça. Je ne veux pas vous interrompre. Sinon, si on peut prendre, on connaît bien votre tableau aussi, mais chez l'Alliance Transit, quand on fait nos pointes de tarte là, qui ont fait notre réputation, on prend toujours les projets confirmés au PQI, pas juste les projets en planification, les projets à l'étude. Donc, ça nous ramène à une pointe de tarte là, qui est à la page 15, qui est plutôt 71 % en faveur du routier et 29 % si j'ai bien compté, en faveur du transport collectif, alors que le gouvernement avait promis de rééquilibrer ça à 50-50. Donc, pour nous, on prend les projets confirmés. Mais il me reste combien? 3 minutes. Bien, c'est sûr qu'on a un très, très grand déficit de maintien des actifs là, qui a été nommé ce matin par le professeur Jacques Roy, possiblement que vous connaissez. Et compte tenu de l'ampleur de notre territoire, il faut quand même entretenir les routes aussi. Et le même invité de votre conférence a déclaré qu'il ne voulait plus payer de route. Et son propre gouvernement lui a demandé d'ailleurs de corriger ses propres propos. C'est donc dire à quel point le fardeau financier pour les infrastructures de mobilité est lourd sur le gouvernement du Québec. Et donc, ça, c'est une problématique. Malgré tout, puis on peut faire toutes sortes, tu sais, vous avez votre tableau, j'ai le mien, mais je pense que l'important, c'est aussi de voir que depuis 10 ans, depuis, par exemple, les PQI des libéraux, on a quand même, nous, doublé les investissements. Donc, les fonds ne sont pas infinis, vous le savez, mais je pense que d'avoir un PQI à presque 14 milliards, alors qu'il était de moitié avant, ça vient, parce que je dis souvent, un gouvernement, ça parle par ses budgets, ça parle par son PQI, ça parle par ses décisions d'investissement, parce qu'en bout de ligne, on peut parler de beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas d'argent à la clé, ça ne donne rien. Donc, je trouve que ça confirme, hors de tout doute raisonnable, notre intention et notre volonté d'avoir plus de transport collectif à la faveur, c'est ça, de plus de projets, puis un peu dans la mouvance de l'appétit croissant pour le transport collectif. Puis peut-être je vous laisserai les mots de la fin, là, parce qu'il reste peu beaucoup de temps si vous voulez intervenir. Oui, bien, on souhaite le succès de MIC. Là. On souhaite que MIC réalise beaucoup de projets. Avec ce qu'il y a au PQI en ce moment, on n'a pas des sommes qui sont suffisantes pour réaliser suffisamment de projets pour développer cette expertise-là. Donc, et si on se compare avec des juridictions, j'ai nommé l'Ontario, mais bon, on peut regarder la Colombie-Britannique ou ailleurs en Europe, le rythme qui est nécessaire pour développer les services, on n'y est pas. Vous avez raison, les ressources financières ne sont pas infinies. Vous avez nommé l'importance qui est accordée pour l'entretien des infrastructures routières. Nous, ce qu'on pense, c'est que dans les budgets qui sont dédiés aux infrastructures routières, essentiellement 95 % devraient servir à l'entretien du réseau. Là, pour l'instant, c'est à peu près 80 %. Il y a encore un 20 % de bonification. Donc, nous, on dit qu'il faudrait encore davantage investir dans l'entretien du réseau routier plutôt que de construire des nouvelles routes. Puis peut-être j'ai le temps? 45. Ah, bon. Bien, en tout cas, juste vous dire que sur le point pour le développement immobilier, le numéro 13, on est d'accord avec vous qu'il faut en faire plus dans la diversification des revenus, l'argent étant rare. Et bien, j'aurais voulu savoir, je ne sais pas si vous avez été sur le projet de loi 62 de mon collègue, la réforme des modes contractuels qui va donner des moyens concrets pour être plus efficace, mais là, de toute façon, on n'a pas le temps d'en parler. Mais donc, alors, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Très rapidement là-dessus, on pense effectivement que les sociétés de transport devraient avoir les mêmes pouvoirs là, qui sont conférés dans le projet de loi 62, donc pouvoir utiliser les modes collaboratifs pour réduire les coûts des projets qui resteront sous la gouvernance des sociétés de transport. Merci beaucoup à vous trois. Parfait, merci. Merci. Alors, je me tourne vers l'opposition officielle pour 9 minutes 54. Oui, merci. Bonjour à vous trois. Merci pour le mémoire et on ne le dit pas assez.
Ça prend beaucoup de temps, écrire un mémoire documenté. Je tiens à vous remercier. Être présent en commission parlementaire, c'est tout à votre honneur et merci de venir enrichir les membres de la commission. J'ai le goût de vous poser la première question par rapport à la mission. On parle beaucoup. Si je regarde la page 15, où vous faites une présentation très éloquente du PQI qui favorise le réseau routier, est-ce que je dois comprendre que pour vous, la mission du MIC doit être uniquement transport collectif? Certainement. On pense en fait qu'il y a un rattrapage à effectuer à l'échelle provinciale, puis on considère qu'on a l'expertise pour faire des routes suffisamment au Québec. Je veux dire, si on met bout à bout toutes les routes du Québec ensemble, on peut aller sur la Lune et revenir. Donc, je pense que ça va. Mais certainement que les Québécoises et les Québécois ont de l'appétit pour le transport collectif, puis c'est important, en fait, là, de se saisir. Donc, pour vous, si on veut réussir, parce que vous avez entendu, Madame la ministre vous a posé la question, première question, vous êtes pour la création de l'agence. C'est une question que on peut l'interpréter de plusieurs façons. Le oui, est-ce qu'il est affirmatif, est-ce qu'il est conditionnel? Conditionnel. Il est conditionnel, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne voulais pas vous faire dire des choses. Donc, vous, ce n'est pas un chèque en blanc que vous signez aujourd'hui pour l'agence, là. J'entends pas. Absolument pas. En fait, on pense qu'il y a des conditions à mettre en place pour que ce soit un succès. Je pense que tout le monde souhaite le succès de cette agence-là. On est là pour trouver des solutions pour développer les transports collectifs. Donc, on doit régler la question du financement et on doit s'assurer que cette agence fasse uniquement des projets de transport collectif puisque c'est là-dessus qu'on a besoin de consolider l'expertise. Vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon? OK, excellent. Donc on prend ce point de départ. Le oui, il est conditionnel. La mission doit être réglée. D'ailleurs, c'est les premiers articles qu'on va régler. Mais pour vous et les groupes que vous représentez, les personnes que vous représentez, la mission doit être clairement au niveau du transport collectif. Question de financement. Une agence qui ne va pas avoir les moyens, c'est un changement de paradigme. Si on continue avec le même PQI, comment on peut aujourd'hui affirmer que l'agence changera quelque chose dans le quotidien des Québécoises et des Québécois? Mon PQI, c'est ça qui trace la direction d'un gouvernement. Vous avez fait le constat clair et net sur la vision de l'Ontario versus celle du Québec. Et on le voit, 13,8 sur 10 ans, ça ne permet pas de financer assez de projets. Vous avez dit, entre guillemets, complexe. Je vais revenir à complexe tout à l'heure. Mais au-delà de la complexité, au-delà de la mission, pour vous, le PQI doit suivre si on veut donner les moyens à l'agence. Sinon, c'est juste une autre coquille qu'on crée pour dire qu'on s'occupe du transport collectif. Bien, tout à fait. L'agence va devenir bonne à réaliser des projets si elle réalise des projets. Là. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, essentiellement. En 2020, le gouvernement a adopté son plan pour une économie verte. C'était écrit dans le plan pour une économie verte qu'on visait à rééquilibrer le même niveau, donc les investissements dans le réseau routier et les investissements dans le transport collectif. Ce plan pour une économie verte-là a été mis à jour en 2021, en 2022, en 2023, 2024. Et à chaque année, cet engagement-là a été répété. Et à chaque année, nous, on fait l'analyse budgétaire au printemps et on se rapproche pas vraiment ou très lentement, si on veut être optimiste. Oui. Je ne sais pas quoi vous répondre, mais j'espère que de l'autre côté, on vous écoute. Mais je pense que c'est clair qu'on fait répéter la même chose, mais il n'y a pas les résultats qui suivent par rapport à ce plan. J'ai bien compris? Je pense que vous avez, somme toute, bien apprécié mon propos. Après, c'est vrai que les sommes prévues au PQI pourront être confirmées et inscrites dans la planification 10 ans, une fois que les projets passeront aux étapes de réalisation. Parce que dans les premières étapes, quand c'est à l'étude, c'est pas possible d'intégrer au PQI les sommes. Donc, d'une manière, MIC peut contribuer à accélérer des projets, mais définitivement, là, avec les enveloppes que l'on a actuellement, là, on est très, très loin du compte. Mais la réalité frappe, vous l'avez très bien mentionné dans la page 15.
Alors, comment vous pouvez aujourd'hui, je ne parle pas de vous là, mais comment on peut aujourd'hui faire croire aux gens que le MIC, c'est une révolution si dans le PQI, il n'y a pas un mécanisme qui va permettre de dire, écoutez, planifiez rapidement, on va changer le monde contractuel pour qu'on puisse faire plus de contrats de collaboration, c'est ce que les gens veulent. On peut parler sur le coût parce que la littérature à l'international parle du délai, parle pas du coût, le coût augmente. Il n'y a aucune démonstration que les coûts baissent, parce que le risque est inclus dans les contrats. Mais si je ne mets pas ça en lien avec le financement, je pense que Madame la ministre était très claire, il n'y a plus d'argent. Je pense que vous le savez. Il y a déjà des coupures, on est à 11 milliards de déficit. Pour les 5 prochaines années, il y a déjà un enjeu majeur par rapport au manque d'argent. Donc, comment on peut aujourd'hui dire, en commission parlementaire, pour les 5 prochaines années, les Québécois seront dans un autre univers avec plus de mobilité, avec des projets concrets? Si on parle des 5 prochaines années, en fait, MIC ne change pas vraiment les conditions de mobilité des Québécois, ne réalise relativement pas de projet de transport collectif. Là, ça prend un certain temps. Il y a une période pour réaliser un projet de transport collectif. Donc, pour les 5 prochaines années, puis vous avez des graphiques là-dedans, la question qui est importante, c'est la question de l'offre de service. Puis on le voit, là, quand on a une cible de développement de l'offre de service, puis qu'on met en place les conditions, on est capable, avec les infrastructures actuelles, de développer l'achalandage. Donc, c'est important de développer des nouvelles infrastructures. Puis, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir un PQI rééquilibré. Ça peut prendre une période de peut-être 5 ans. Mais définitivement, à court terme, MIC n'améliore pas les conditions de mobilité des Québécois. C'est très clair. Merci beaucoup. C'est des propos très clairs. Je vais vous ramener aux revenus et le financement des sociétés de transport. Dans le projet de loi, c'est mentionné la vente d'immeubles. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir ce projet de loi que nous avons déposé. C'est le projet de loi 791 que j'ai déposé il y a quelques mois. Et c'est pour permettre de développer des projets immobiliers aux abords, au-dessus de leur infrastructure en transport en commun. Mais ce n'est pas grave, je peux vous le laisser, je veux le résumer très rapidement. C'est qu'au lieu de dire aux sociétés de transport, vendez vos immeubles à une partie tierce, développez. Pourquoi? L'idée derrière, c'est quoi? C'est avoir des revenus autonomes comme Vancouver, comme, je pense, une ville aux États-Unis, comme en Europe. Donc, vous, tel que libellé, est-ce que ça règle le problème du financement récurrent pour les sociétés de transport, ou bien ce que vous voulez, c'est qu'on amende? Je vous invite d'ailleurs à lire le projet de loi. Il est bon. Ce n'est pas parce que je l'ai déposé, mais il est vraiment bon. Ça répond aux préoccupations des sociétés de transport. Vous vous situez où par rapport à ces revenus? On a fait l'exemple à la page 21 de notre mémoire. On a cité l'exemple de Vancouver, justement, qui est un exemple à suivre. Pour nous, on vous propose des solutions, on parle de diversification des sources de revenus. Fait qu'effectivement, de faire du développement conjoint par les sociétés de transport, c'est quelque chose qu'on voit d'un bon œil pour permettre de rapporter des revenus récurrents qui pourront être réinvestis dans l'offre de services. On le sait, la Société de transport de Montréal a identifié plusieurs sites. On a aussi Exo, par exemple, qui a des gares qui pourraient réaliser du logement. On sait aussi qu'on a une crise du logement quand même. Développer du logement conjointement avec du transport collectif, ça sera bénéfique sur tous les fronts. Donc, c'est vraiment un exemple que nous, on appuie. Après ça, il va falloir quand même d'autres solutions. Là. Ça ne viendra pas régler tous les problèmes, ça non plus, mais je pense qu'il faut un bouquet de solutions, finalement, pour arriver. Non, mais vous avez raison. Ça ne règle pas tout, mais les TOD, ils ont démontré leur efficacité, densification, mobilité. Il y a plein d'avantages. Mais tel que libellé dans le projet de loi actuel, ce que je veux juste m'assurer avec vous, en tout cas, ça ne répond pas à la demande des sociétés de transport. Effectivement, c'est exact ce que vous dites, et on appuie la demande des sociétés de transport. En fait, on fait une demande très similaire qui va pas mal dans le sens du projet de loi que vous aviez déposé, que j'ai lu. Là. Cette idée-là, 30 secondes. Elle est bonne. On l'appuie, puis c'est ce qu'on observe à l'extérieur du Québec, d'ailleurs, de plus en plus. Merci pour votre appui. Rapidement, 30 secondes. Définition d'un projet complexe. On est curieux de le savoir, nous aussi, mais pour nous, ça doit être des projets complexes de transport collectif. Même chose. Merci pour votre passage. Très apprécié. Parfait, merci beaucoup. Alors, je cède la parole donc au deuxième groupe d'opposition pour 3 minutes 18. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même prendre le temps de vous remercier pour votre présence. Monsieur Pagé-Plouffe, Madame Gagné, merci d'être là.
Madame Doyon, des remerciements spéciaux. D'abord, merci d'être là, d'avoir participé à l'audience, mais aussi je sais que c'est votre dernière audience en tant que directrice générale de Trajectoire Québec, qui est membre de Transit. Donc, je voulais simplement vous remercier pour tout le travail que vous avez fait pendant ces années, avoir porté cette organisation-là à défendre les droits collectifs des usagers et usagères du transport collectif au Québec. Vous avez dit, je pense que c'est vous, là, M. Pagé-Pouf, vous avez dit MIC ne réglera pas les problèmes de transport collectif, le besoin de davantage de transport collectif à court terme, parce que le temps de mettre en place l'agence, le temps de mettre en place, de commencer à construire, planifier, construire des projets, donc on n'arrivera pas à rien d'ici les 5 prochaines années, en fait, de rien de concret pour les usagers. Est-ce qu'on peut dire qu'on devrait un peu agrandir l'offre de l'intérieur en finançant massivement les opérations de transport collectif, et à qui revient cette responsabilité-là? Le fédéral, bien entendu, mais le Québec a-t-il un rôle à jouer? Oui, le gouvernement du Québec a un rôle à jouer. Le gouvernement du Québec joue déjà un rôle dans le financement des opérations, pourrait jouer un rôle supplémentaire. Rapidement, je vous citerai le ministère des Transports là, qui dit « De 2007 à 2015, les efforts gouvernementaux ont permis d'augmenter l'offre de services de transport en commun de près de 32 %, ce qui a permis d'augmenter l'achalandage de 15 % pendant la même période. » Et là, ce que l'on nomme, c'est tous les programmes qui avaient été mis en place à l'époque pour financer davantage les opérations, les services de transport en commun. Et ça, c'était pour corriger une erreur historique qu'on pourrait nommer, là, la fameuse réforme Ryan là, du début des années 90, qui avait eu comme conséquence une chute de l'achalandage. Donc, définitivement, le gouvernement du Québec a un rôle à jouer dans les opérations. C'est un rôle qui est partagé, mais il faut mettre en place un contexte qui est propice pour financer les opérations. Et si l'on souhaite qu'une responsabilité plus importante soit assumée, par exemple, par le milieu municipal ou régional, bien, il faut donner un appui très, très clair parce qu'il y a quand même une pression importante de la population qui se demande un peu ce qui se passe. Donc, il faut envoyer un message cohérent là, entre le ministère des Transports, la ministre des Transports et les municipalités qui souhaitent agir. Je mentionnerais, si MIC fonctionne, il va vraiment falloir qu'on ait davantage de financement pour les opérations. Donc, ce qui a été fait dans les dernières semaines pour aller chercher des nouveaux revenus, puis ce qui a été envisagé aussi avec une contribution sur l'essence, c'est vraiment le gros minimum. J'aimerais vous entendre sur la participation municipale. La ministre a demandé à plusieurs des intervenants municipaux s'ils devaient contribuer, s'ils étaient d'accord avec l'idée de contribuer aux infrastructures. Traditionnellement, là, les projets peuvent être financés jusqu'à 100 % par le gouvernement du Québec et le fédéral. Les municipalités, à ma connaissance, financent déjà aussi tout ce qui est aménagement autour, rabattement, l'urbanisme, etc. Donc, dans quelle mesure les municipalités doivent absolument être mises à contribution dans le montage financier de l'infrastructure, alors qu'elle finance par ailleurs d'autres choses? Là-dessus, on invite à la collaboration. Là. Je pense qu'il y a quand même une volonté de collaboration qui est inscrite dans le projet de loi, puis on pense que les différents paliers doivent s'entendre puis convenir d'une entente avant le début de la réalisation. Effectivement, idéalement sans imposer quoi que ce soit. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Alors, je vais céder maintenant la parole au député des Îles-de-la-Madeleine pour 3 minutes 18. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. J'ai l'impression, en lisant votre mémoire, et je vous remercie, il est très, très complet, très instructif, qu'on nous vend un peu, à l'heure actuelle, on nous vend du rêve en nous disant qu'on va construire plus de transports et de transports en commun à moindre coût, plus rapidement et à moindre coût. Quand je lis la phrase où vous dites, peu importe qu'on ait une agence ou non, si on ne rehausse pas le PQI ou si on n'injecte pas d'argent dans le fort, ça ne changera rien. J'ai bien compris l'essence de votre message? Dans le projet de loi, on dit que les projets qui seront réalisés par MIC devront être financés par le FOR. C'est écrit noir sur blanc dans le budget du gouvernement du Québec 2022-2023 que le FOR va être déficitaire d'ici 2027-2028. Donc, s'il n'y a pas d'argent pour construire des projets, quand même on aurait une belle agence, elle ne pourra pas réaliser de projet. Donc, on se dit qu'il faut absolument régler la question du financement. On parle de diversification des sources de revenus pour que le FOR s'autofinance et soit hautement financé, finalement, pour qu'on puisse faire plusieurs projets. Mais c'est très intéressant parce que beaucoup d'intervenants sont venus ici dire qu'il faut financer les services actuels pour éviter justement une réduction de services qui va entraîner une réduction d'achalandage et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec ça, mais vous rajoutez le fait qu'on ne pourra pas davantage développer de nouveaux services avec la planification financière qu'on a devant nous. C'est ça?
Effectivement, il faut diversifier les sources, il faut financer les opérations et les infrastructures. Là. Un ne va pas sans l'autre. Mais si on finance juste des infrastructures, puis qu'on se fait un beau métro, mais qu'il y a une fréquence épouvantablement faible parce que l'opération n'est pas réfléchie en amont, bien, on n'aura rien gagné au final. Ou si on déshabille les services actuels pour financer les nouveaux services, bien, on ne sera pas plus avancé. Il faut que ce soit l'offre globale de services de transport collectif qui soit améliorée. Peut-être une obsession qu'on devrait avoir, là, c'est d'avoir une cible de développement des services. Là. On dit que ce que l'on mesure s'améliore. Et on en avait une en 2007, quand on a eu la première politique québécoise de transport collectif. On en avait une en 2018, quand on a eu la première politique de mobilité durable. Là, on est en train de travailler sur un nouveau plan d'action pour renouveler la politique de mobilité durable. Qu'est-ce qui arrivera avec cette cible de développement des services? Nous, on pense que ça devrait être l'obsession en matière de mobilité pour les prochains mois. Et ça structurera ensuite l'ensemble des actions pour réussir justement à développer les services avec les infrastructures qu'on a déjà qui peuvent fonctionner davantage. La ministre parle souvent de son tableau d'investissement, une courbe ascendante, mais est-ce que vous avez un tableau de la courbe descendante qu'on semble avoir prise concernant l'offre de services et l'achalandage? Moi, je ne l'ai pas, mais je sais que Catherine Morancy en a un. Essentiellement, depuis la pandémie, là, c'est une certaine diminution. Effectivement, vous pouvez demander à Catherine Morancy, elle vous le fournira. Je dirais surtout, avec une augmentation importante de la population, là, même si on maintient les services, ça veut dire une dégradation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.